Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Alors si vous ne savez pas pourquoi on rigole déjà tout de suite, c'est que notre ami Jean-Luc ne savait pas que le micro était ouvert quand il a chanté. Le petit jingle. Vas-y. Sud Radio. Et je vous propose la nouvelle agence Moreau Jingle Co. Bonjour l'ami Jean-Luc. Oui, bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors un week-end Pascal particulier, on va d'ailleurs accueillir pour la première fois avec nous. On dit bon week-end, pas que à Pascal, non, on dit à tout le monde. Gérard, François. Jean-Luc, celle-ci elle est faite, refaite. Je vois que les cloches sont déjà passées. Mais j'aime bien en fait. Bon, à mon lapin. Je suis très traditionnaliste. Mais tu as raison. Non, mais je voulais souhaiter la bienvenue à Corentin qui fait le standard pour la première fois dans Parle Auto. Bon, bonjour d'habitude, Corentin, il est avec Jean-Luc Lahaye. Avec Brigitte Lahaye. Ça commence bien ce matin. Il est avec Brigitte toute la semaine. Là, ça va lui changer. Hein. Là, on va parler bagnole, Corentin. Et puis, on a Marie qui réalise cette émission parce que notre ami Anthony a pris un gros week-end de vacances. Il avait bien raison. Eh bien, on va parler évidemment des sujets de notre émission et on va vous donner l'occasion déjà dans un premier temps, puisqu'on va parler de ce qui s'est passé sur la montagne avec toutes les problématiques neigeuses. Il a un petit peu neigé cette semaine, ça vous a pas échappé, vous avez vu aux infos les images spectaculaires. Donc évidemment, on va dans notre rubrique pneus, on va se poser la question, est-ce qu'il faut toujours des équipements spéciaux pour... Est-ce qu'il faut toujours ? Oui, il en faut, mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir des équipements spéciaux dans les zones de montagne ? Voilà, tout le temps. Depuis le retour de cet épisode neigeux, est-ce que les préfets ont pris des mesures ? Mais exactement. Autre énorme sujet. Là, vraiment, on va vous inviter à rester dans notre compagnie. On va parler de ce qu'on appelle les optiques. C'est un truc de fou au niveau des voitures, pas nous, parce que nous, on se voit bien, mais on a des prix qui sont incroyables et ça risque d'avoir des conséquences. Les prix ont augmenté de 70% depuis 2009. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que la technologie a évolué. On est passé des phares halogènes au feu LED et maintenant ce qu'on appelle le full LED, et on a même du full LED matriciel. Qu'est-ce que c'est ? C'est que vous avez des dizaines sur les phares les plus sophistiqués, vous avez des milliers de LED dans chaque phare qui éclairent des zones très précises et qui éteignent des zones précises pour éviter d'éblouir les automobilistes en face. Alors en termes de sécurité, c'est très bien, en termes d'éclairage, c'est très bien. Quand vous cassez une optique de phare, il y a des voitures où ça coûte 8 000 €. Ça veut dire 16 000 € de remplacer les deux phares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un accident, si la voiture elle est en dessous au niveau de l'Argus. Vous savez que nous, on aime bien dire ce qui ne va pas, mais on aime bien proposer des solutions. Et bien, ce sera donc on va vous proposer une solution, donc restez. Voilà. Et puis donc évidemment les phares matriciels, ce sont les phares de Néo qui viennent de la matrice. Vous avez la règle ? Oui. On va aussi évidemment vous donner la parole au 0826 300 300, ça vous le savez, mais également sur la page Facebook de Sud Radio. On vous accueille, on vous attend. On a un gros sujet qui va consacrer l'intelligence artificielle. Attention, ça n'a rien à voir avec celui de la semaine dernière. Oui, alors là, on va parler intelligence artificielle et assurance. Alors... c'est un outil pour les fraudeurs, l'intelligence artificielle, mais c'est aussi un outil pour ceux qui luttent contre la fraude. C'est ça qu'on va voir. Comme je vous disais, nous on plante le décor de ce qui ne va pas et on vous apporte la solution. C'est ce qu'on va faire. Il y a un endroit où on vous apportera pas la solution. C'est le dernier sujet où on va se consacrer à un record sur alors le circuit ultime, c'est le Nürburgring. Tous les constructeurs qui font des voitures de sport. Redites-le-moi le nom. Le Nürburgring. Ah, vous le maîtrisez bien. Voilà. J'ai fait de l'allemand donc en première langue. Donc le Nürburgring, et normalement, toutes les voitures de sport sont testées là-bas, et le but, c'est de faire le record du tour sur ce circuit. Et bien là, Nicolas Meunier, qu'on connaît, journaliste habitué au plateau de cette émission, a fait un record de lenteur avec une voiture sans permis. Donc je dis... Ce qu'on n'aura pas comme solution, c'est de savoir pourquoi il en est arrivé là, puisque j'ai pas trouvé de neurologue capable de m'expliquer ça. Alors mais on demandera à Nicolas. Voilà. Moi j'ai une idée, mais je vais pas la dévoiler. D'accord ? On va record avec Ligier sur voiture sans permis électrique et voiture sans permis diesel. Attention. Sur le circuit le plus dur du monde. On l'appelle l'enfer vert. Exactement. Alors moi j'ai tourné dessus, je peux vous assurer, c'est un truc. Bon là, l'avantage c'est que en voiture sans permis, vous avez le temps de voir le paysage. C'est clair. On lui demandera d'ailleurs, s'il a vu des lapins traverser devant sa voiture. Et puis alors attention, on va rien dévoiler pour l'instant parce que là on va commencer l'émission tout de suite. L'ami Jean-Luc, je préfère lui dire parce que sinon c'est comme une fille, son côté féminin, blablabla. Non, je rigole. Je vous adore. On va essayer. Vous avez essayé un Maxus i-9. On ne dit rien. Et ceci n'est pas le prénom du dernier enfant d'Elon Musk. Allez, c'est parti. On parle auto. Ça pourrait.
Vous nous retrouvez sur la page Facebook de Sud Radio où Stéphane est déjà avec nous. On a nos amis de la pâtisserie Villedieu à Lyon aussi. Notre ami Marc, ils sont où nos chocolats de Pâques? Voilà, vous venez nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Moi, je suis ravie parce que Corentin, c'est la première fois qu'il fait cette émission. Il a un sourire comme ça en disant, mais c'est qui cette bande de dingue? Alors, c'est pas comme ça qu'on va vous accueillir. Alexandre Meyer, bonjour. Bonjour. Alexandre. Oui, bonjour Alexandre. Je suis là. Dirigeant de WeProve. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien, et vous? Très bien. Je ne vais pas balancer Alexandre, mais il est à un endroit où vous étiez il n'y a pas longtemps, qui est vraiment superbe. Saint-Tropez. Non, là où les cloches vont ce week-end. Rome. Exactement. Oh là là, Alexandre, moi j'ai adoré, je vais y retourner. WeProve, ça s'écrit W-E-P-R-O-O-V. On réexplique en quelques mots ce que c'est? Alors oui, en quelques mots, en fait, c'est une société qui a une dizaine d'années et aujourd'hui, on développe des outils anti-fraude et d'intelligence artificielle pour l'inspection automobile. D'accord. Alors, la fraude, puisqu'on en arrive là, la fraude, elle coûte 2,5 milliards d'euros aux assurés, évidemment, ça c'est la Fédération française de l'assurance qui le dit, et les fraudeurs se servent des outils modernes, en particulier de l'intelligence artificielle, pour générer des fraudes. Alors expliquez-nous, c'est quoi le truc de l'intelligence artificielle pour frauder l'assurance ? Alors aujourd'hui, il y a plein de techniques. Et la première technique, c'est tout d'abord surtout lié aux photos. Vous savez, dans beaucoup de cas, en fait, quand il y a un accident, votre assureur peut vous demander quelques photos pour pouvoir faire ce qu'on appelle une expertise à distance. Et à ce moment-là, avant d'envoyer les photos, vous prenez les photos avec votre téléphone portable. Vous l'envoyez ensuite dans un outil qu'on connaît bien, donc qui peut être ChatGPT ou consort. Et tout simplement, vous lui faites un petit prompt, donc vous lui demandez tout simplement de m'ajouter un petit dommage sur ce véhicule. Wow. On peut lui demander d'ajouter une rayure, ajouter une bosse, un creux, et automatiquement l'IA vous génère une photo avec une portière enfoncée, alors qu'elle ne l'est pas, par exemple. Exactement. Donc on envoie ça à son assureur. Alors il y a de moins en moins d'experts. Alors il y a de moins en moins d'experts qui se déplacent pour les petits accidents. Évidemment, si vous avez un gros carton et que votre voiture elle est limite d'aller à la casse, il y a un expert qui va se déplacer. Mais là, pour de la bobologie, on va appeler ça comme ça, il y a plus d'assureurs, il y a plus d'experts qui se déplacent. Donc là, vous demandez à votre assurance de vous rembourser les dégâts qui ne sont pas vraiment des dégâts. Et ça, excusez-moi, l'ami Jean-Luc, je vais me permettre quand même quelque chose. Mon bon sens me dit que mon assurance ne me rembourse qu'à partir du moment où elle a reçu la facture des réparations. Bah oui, mais bon... donc là, il y a quelque chose qui fonctionne. Pardon ? Pas nécessairement, parce qu'il y a certaines conventions, notamment la convention IRSA, qui est une convention qui permet d'échanger les différents types de responsabilités entre assureurs, qui permettent typiquement et qui déterminent une chose, qui est qu'à partir de 850 €, on est obligé d'avoir une expertise automobile. En dessous, on n'est pas obligé. Voilà. Donc la portière à 500 balles, il me la rembourse alors qu'elle n'est pas abîmée. C'est ça, en fait. Voilà. Exactement, en fait. C'est tout simplement de dire que le petit dommage que vous avez fait parce que vous n'avez pas vu en vous garant, vous avez légèrement frotté, et donc vous allez tout simplement déclarer ça à votre assurance. Si vous avez une franchise à 300 € et que le dommage fait 700 €, vous faites le calcul. C'est clair. Ouais. Ça existe depuis combien de temps, ça, en fait? Depuis combien de temps les fraudeurs se servent de ça? Parce que c'est assez récent, les IA, en fait. Alors, en tout cas, aujourd'hui, ce sont depuis les dernières évolutions de ChatGPT, il y a quelques mois. Il existe en effet, une certaine inflation, je pense, à ce niveau-là. Le problème, c'est que, et c'est le point justement qui nous permet de nous mettre en avant aussi, c'est tout simplement, mais comment est-ce que vous savez que la photo a été trafiquée ou pas? Oui, comment vous le savez? Tiens, ça c'est une bonne question. Et justement, c'est tout le problème lié à la fraude, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à la quantifier exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de 2,5 milliards estimés chaque année, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas vraiment. Alors nous, aujourd'hui, pour pouvoir éviter ce genre de problème, ce qu'on invite à faire, c'est que pour nos partenaires qui sont des assureurs ou des courtiers, on demande tout simplement à ce que quand une déclaration de sinistre ait lieu, de pouvoir envoyer par SMS directement un petit lien aux différents conducteurs
et au conducteur qui a déclaré son sinistre. Et en fait, directement, ce qui va se passer, c'est que ils vont prendre les photos, remplir des informations directement à travers notre outil. Ah oui, donc ils ne peuvent pas passer par ChatGPT. Ouais. Donc la photo, il y a une garantie d'authenticité de la photo, en fait. Elle est signée WeProof, par exemple. Eh ben voilà, CQFD. Merci. Non, moi c'est Laurence Perrault, mais... Mais c'est génial comme outil, ça existe depuis combien de temps vous proposez ça ? Alors exactement, ça existe depuis une dizaine d'années. On a commencé dans tout ce qui était, on est disponible aussi aujourd'hui pour tout ce que sont les entreprises de location de voitures, de convoyage, de transport, partout où il y a des transferts de responsabilités. Vous savez, on a commencé un peu sur la vague aussi du partage de véhicules entre particuliers. On avait commencé comme ça. Après, on s'est totalement réorienté. On est toujours auprès des professionnels aujourd'hui. On est disponible uniquement pour les professionnels. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est qu'on permet donc de créer la preuve de l'état d'un bien au moment d'un transfert de responsabilité. Donc derrière toute notre technologie, l'objectif, c'est pouvoir d'authentifier au maximum toutes les informations qu'on va pouvoir prendre avec le téléphone et à travers notre application mobile. D'accord. Alors monsieur, madame, tout le monde va dire oui, mais c'est un truc entre professionnels, ça ne me regarde pas. Si, ça nous regarde parce que la fraude, on la paye. Ah bah oui, est-ce qu'on sait à peu près ce que ça représente en pourcentage sur nos cotisations d'assurance, cette fraude ? Alors, tout d'abord, oui, ça vous regarde parce que c'est vous qui déclarez le sinistre. Oui. Donc c'est vous qui allez utiliser nos outils. Donc c'est pour ça qu'aussi on fait des systèmes pour que les outils soient extrêmement simples et faciles et vous guident pour pouvoir faire une inspection et le tour du véhicule afin d'avoir un maximum d'informations. Ensuite, derrière cette fraude aujourd'hui, c'est sur le niveau de la prime. On n'arrive pas forcément à bien le quantifier, mais il est évident qu'elle est intégrée dans les assureurs et notamment dans les risques d'actuaires. Pour pouvoir tout simplement permettre d'éviter cette envolée. Donc oui, on la paye aujourd'hui, comme on paye les optiques, comme on paye plein de choses derrière. On verra dans le courant d'émission. J'ai j'ai 2 réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Continuez, parce que vous savez que j'aime bien votre voix. On a Stéphane qui dit il y aurait juste à mettre un pare-feu digital dans le système des assureurs, simple comme bonjour, au niveau des métadonnées. Et on a Julien qui dit j'ai eu à faire des photos pour un accident. J'ai effectivement dû passer par une application dédiée afin que les photos soient bien datées. Exactement, c'est exactement notre technologie. Nous, c'est au-delà de la date. Nous, on certifie, donc on géolocalise, on certifie et on eurodate en fait toutes les informations. Et également, on a une base de la technologie qui utilise aussi la blockchain à ce niveau-là. Pour pouvoir tout simplement nous permettre de bel et bien identifier quels sont les comportements sur l'application et quelles sont également les différentes prises de vue qui peuvent être réalisées. Par exemple, si le véhicule change d'environnement, pendant les prises de vue, on va se poser peut-être des questions. Et donc nous, en fait, on est juste là pour pouvoir dire attention, il y a peut-être un manque de cohérence dans la constitution du... Ouais. Voilà, il y a une incohérence dans la constitution du dossier. Et en fait, dans ce cas-là, on le notifie à la compagnie d'assurance, mais en aucun cas, nous, on prend la décision, bien évidemment, de dire s'il existe une fraude ou autre. Nous, on est juste là pour dire si, en effet, la déclaration de sinistre, elle s'est passée normalement, ou si, justement, il y a eu peut-être des choses un petit peu incohérentes. Et dernière chose aussi, c'est bel et bien, en fait, un outil sur lequel... on vous demande pas de prendre des photos et après de les envoyer, c'est-à-dire qu'entre les deux, vous pouvez les trafiquer. C'est à travers notre outil qu'on vous demande un certain nombre d'informations et de prendre des photos. Donc il y a la gentille IA et la méchante IA, et des fois c'est la même. Mais je crois que c'est surtout la personne qui est derrière. Oui, c'est surtout ça, c'est l'utilisateur qui est le gentil ou le méchant. Super. On vous embrasse. Ça veut dire qu'on va faire des économies bientôt sur nos primes d'assurance. Merci Alexandre Meyer, dirigeant de WeProof. On vous embrasse. Exactement. Alexandre Meyer. Et puis profitez bien de Rome. Profitez bien de cette merveilleuse ville incroyable. Moi je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu un gros choc émotionnel, c'est vraiment chouette. Exceptionnel. Il y a du monde, par contre. Il ne faut pas avoir peur de la foule. Mais c'est pas grand, quoi. C'est ça qui est bien. On peut visiter à pied. Il y a tellement de choses. C'est vraiment. Puis on y mange bien. Il y a des jolis vins. Enfin bref, tout pour rendre une Laurence heureuse. Merci à tous. Il y a eu pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Vous continuez dans quelques instants. On va faire l'essai de la semaine avec le Maxus Citroën 9. Mais juste avant, c'est Dimitri qui a une question à nous poser au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr.
Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et je vous rappelle que dans quelques instants, ce sera donc l'essai de la semaine avec un véhicule un peu particulier. Mais tout de suite, on va accueillir Dimitri, puisque vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et ou nous écrire, ce qui a été le cas de Dimitri. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet, toutes vos coordonnées. Vous mettez bien votre numéro de téléphone. Et on vous rappelle. Salut Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, c'est Dimitri de Valenciennes. Salut Dimitri de Valenciennes, le fameux du Nord. Ouais, du Nord. C'est un ch'ti quoi. Un tisote, comment que tu vas bien? T'es bien assis sur ton coyole là? Ça va bien, mon accent vous allez l'entendre, généralement. Moi j'adore. Moi vous savez que j'ai appris la radio là-bas. Dimitri, on n'est pas fiers. Non. Alors allez-y. Et puis surtout, nous non plus. Vive le Nord, vive les gens du Nord, enfin des Hauts-de-France en général et particulièrement du Nord et du Pas-de-Calais. Moi je vous love mais total. Alors on vous écoute maintenant. On est sympa. Ouais, voilà. Alors, moi je vous contacte pour avoir un avis éclairé. En fait, je viens d'acquérir une classe C Mercedes 300e hybride. Donc la voiture, elle a une autonomie de 100 km rechargeable, 100 km en tout électrique. Moi, je vais travailler à 75 km de chez moi, donc tous les jours je roule en électrique. Mais la question, c'est quand je fais des longs trajets, ce qui m'ennuie, c'est que le véhicule, il consomme tout de suite l'autonomie sur autoroute. Je roule à 125, 130. Il va utiliser tout de suite sur les 100 premiers kilomètres mon électricité. Mais du coup, après, il n'y a plus d'électricité, donc je passe sur la consommation du véhicule. Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen de... Vous avez essayé de mettre une rallonge Parce qu'on en trouve à des prix intéressants. Ouais. non, Dimitri. Est-ce qu'on peut pas amortir la batterie, par exemple, sur tout le trajet? Mais si, je vous explique comment on fait. Voilà, vous avez bien fait d'appeler finalement. Si je m'étouffe pas avant la fin, je vous dis tout. Est-ce que vous voulez que j'aille chercher un petit verre d'eau? Non, ça me gratouille la gorge. Mais en fait, c'est des allergies. Alors les gens vont me dire, on s'en fout. Dites, donnez-nous la réponse pour Dimitri. Oui, parce que sauf quand on fait de la radio, avoir la gorge qui. Alors Dimitri, déjà sur votre voiture, vous avez plusieurs modes de fonctionnement. Vous avez un mode individuel, un sport plus, hybride, électrique. Vous avez un B-hold. En fait, ça, c'est quoi? C'est maintien de la batterie. Ça veut dire que maintien de la batterie, ça veut dire que vous n'allez pas consommer la batterie. Par exemple, si vous partez, vous faites de l'autoroute et que vous avez de la ville à faire après, vous mettez sur B-hold, ça n'utilise pas la batterie et vous avez aussi un mode éco. Maintenant, si vous faites un long trajet et que vous dites, ce qui serait bien, c'est que j'utilise mes 100 km d'autonomie électrique pour baisser ma consommation et utiliser à bon escient l'énergie électrique. Eh bien, ce que vous allez faire, parce qu'elle est intelligente, votre voiture, c'est que vous allez programmer votre destination sur le GPS. C'est ce que je m'étais dit, peut-être. Et la voiture, elle sait quand ça monte, ça descend, quand ça tourne, etc. Et elle utilisera l'électricité quand c'est nécessaire. Par exemple, pour traverser un village, pour éviter de trop consommer dans une montée, elle va utiliser l'énergie électrique. Et là, la voiture va gérer toute seule. Donc, vous avez deux solutions. La première, maintien avec le B-hold, vous maintenez la batterie, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas consommer la batterie. Typiquement, partez de chez vous, prenez l'autoroute, vous n'avez aucun intérêt à consommer l'énergie électrique sur l'autoroute. Donc, vous mettez B-hold. Et quand tu mets B-hold, l'ami Jean-Luc, sur quel type d'autre, du coup, c'est plutôt mode économique sur le moteur thermique? C'est que le moteur thermique qui va fonctionner, mais vous conservez l'énergie électrique. Oui, mais ça j'ai compris, mais du coup, parce que tu as économique, sport, etc. Quand tu mets sur B-hold, donc tu protèges ta batterie électrique, elle ne sert pas, mais du coup ton moteur... Elle servira quand même. Oui, mais après. Mais ton moteur, il fonctionne sur quel type de... De quoi? De ton truc là. Tu comprends pas ma question? Je comprends pas la question. Vous pouvez répéter la question? Moi, par exemple, j'ai une thermique. Que ça. J'ai donc 3 modes. Oui, non, là, il va fonctionner en hybride. Vous mettez sur B-hold. Voilà. En hybride. Si vous partez avec une batterie qui est, je dis 80% de charge, elle va maintenir 80%. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'utilisera pas le moteur électrique. Mais elle conservera ses 80% pour un usage ultérieur. Typiquement, j'arrive dans une ville et là, je fonctionnerai en électrique. Maintenant, si vous laissez en hybride, fonctionner en hybride et que vous rentrez à la destination dans le GPS, vous occupez de rien, c'est la voiture qui toute seule programme votre trajet jusqu'au point auquel vous allez et va décider à quel moment elle utilisera l'énergie électrique ou pas. Et ça fonctionne très très bien. Et alors, est-ce que vous avez pris en option la charge rapide sur la voiture? Alors écoutez, ça je sais même pas parce que c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion donc chez Mercedes. Alors est-ce que sur la prise de charge, vous avez ce qu'on appelle une prise type 2, une prise qui est ronde avec un plat. Est-ce qu'il y a 2 autres fiches? Oui. Il y a 2 autres fiches, donc elle a l'option charge rapide. Je vais vous donner un truc, mais là c'est un truc à 500 balles, donc non, parce que votre charge rapide,
Normalement, elle grimpe jusqu'à 55 kW. Quel intérêt? Je m'arrête, je pars en vacances, je m'arrête dans un restaurant. Il y a de plus en plus de restos qui ont de la charge rapide à l'extérieur, où je m'arrête sur l'autoroute, etc. Je branche ma voiture avec 55 kW de puissance. Typiquement, en une grosse demi-heure, j'ai rechargé ma batterie, un petit peu plus en fait, et je peux repartir et de nouveau profiter donc de cette énergie électrique pour baisser ma conso. Sauf que d'origine, la voiture elle est limitée à 27 kW. Il faut aller dans les menus de l'écran central pour débloquer cette limitation. Rapide, Voilà, et il faut débloquer. Charge rapide. Ouais, il faut le débloquer. Et il n'y a que sur cette voiture-là, que sur ce type de voiture-là ou sur d'autres marques? Il y a d'autres marques qui font ça, mais vous savez aujourd'hui les voitures. Alors moi, quand j'essaye, je vous en parle pas dans les essais parce que ça prendrait trop de temps. Des fois, je passe 1 heure dans les menus à chercher tout ce qu'on peut paramétrer ou déparamétrer, surtout la plupart du temps. Donc ça devient des usines à gaz terribles. Hein. Il y a, allez, je vais dire, et encore je suis généreux, je vais dire, il y a 5% des gens qui utilisent les capacités de leur voiture aujourd'hui. Oui. Il y a tellement de fonctions qui sont disponibles. Donc là, celle-là, vous avez intérêt à la débloquer, parce qu'elle est bloquée d'origine à 27 kW, et vous pouvez débloquer jusqu'à 55. D'accord. Donc faites-le. Voilà. Et sinon, elle va gérer toute seule la consommation électrique. Voilà, exactement. Pensez à mettre le GPL à chaque fois que vous partez. Là, on a l'ancienne Sardaigne plusieurs fois par an, puisqu'on a une maison en Sardaigne. Alors, vous y allez quand? Parce que nous avons bientôt quelques jours de vacances. Parce que vous avez un break en plus, on a de la place, vous passez par Paris en plus. La Sardaigne. Non, on passe par Dijon. On s'arrêtera à manger à Dijon. Je connais 2-3 restos sympas. C'est ça. C'est trop bien la Sardaigne. Ok, mais c'est parfait. C'est vraiment la réponse que j'espérais. C'est notre deuxième prénom. Et ben voilà. Dimitri, on vous embrasse fort et puis vous continuez à écouter Sud Radio toute la semaine et en particulier On parle auto et nous écrire dès que vous avez besoin. Vous avez vu, on est charmant, la porte est toujours ouverte. Alors là, ce que je viens de dire, ça marche pour la Mercedes de Dimitri, mais il y a plein de voitures pour lesquelles on a tout intérêt à rentrer le point dans le GPS de la voiture qui, elle, les hybrides rechargeables, typiquement, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. On est de plus en plus sur la voiture autonome, vraiment. Alors c'est pas autonome mais c'est de l'intelligence. Tout à l'heure on parlait, je disais, pour une fois une émission, on va y avoir de l'intelligence. Mais monsieur Jean-Luc, elle est quand même un peu autonome dans sa façon de gérer sa route. Ah oui, elle est autonome dans sa façon de gérer sa route. Merci. Oui. C'est elle qui va vous donner le meilleur itinéraire en fonction du trafic en plus. Par exemple. Oh, c'est top. Moi j'ai appris plein de trucs, j'adore cette émission. Allez, à suivre. On va apprendre d'autres choses puisqu'on va passer sur l'essai de la semaine. Restez avec nous parce qu'il y aura des images en plus sur Facebook. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et vous allez pouvoir vous aussi prendre le volant en restant avec nous en direct sur la page Facebook de Sud Radio où l'on va vous mettre quelques extraits de ce qui va se passer dans les minutes à suivre, mais aussi pour la vidéo intégrale de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Exactement, avec un engin avec un nom un peu bizarre. Le Maxus, qui s'appelle un Maxus, c'est la marque. Il s'appelle le e-Terron. Même quand t'as pas bu, Terron, avec ça, c'est l'avantage. Et on aurait pu dire aussi Terron, petit patapon, par exemple. Donc c'est le premier pick-up 4x4 100% électrique commercialisé en Europe. C'est un engin qui fait peur. Ah, il est moche. Alors, de par sa stature imposante, mais surtout parce qu'il démontre le niveau de réactivité des constructeurs chinois. En effet, c'était il y a 1 an, Laurence, on avait essayé le Maxus T90EV, qui était passablement rustique, pour être poli. Eh bien, ce e-Terron 9 progresse de façon spectaculaire dans tous les domaines. Alors, spectaculaire, c'est aussi le qualificatif qu'on peut attribuer au look de la bête. C'est viril, avec des lignes plutôt anguleuses et des dimensions qui sont inhabituelles de ce côté-ci de l'Atlantique. 2 mètres de large, 5,50 mètres de long. Avec sa double cabine, il peut emporter 5 passagers, ce que ne proposent plus les pick-up thermiques à cause du malus. Bon, à l'avant comme à l'arrière, impossible de louper la marque qui est gravée en 4x3 sur la calandre et sur la benne. En revanche, le commutateur qui ouvre électriquement la benne, si vous ne savez pas où il est, eh bien vous êtes un peu dans ce qu'on appelle. Voilà. L'espace de chargement fait 1,60 m par 1,50 m, c'est généreux, mais le poids coquet de l'engin, 2,880 tonnes à vide, limite la charge utile à 620 kg. C'est un des défauts de l'auto. L'ouverture du capot est également électrique. Il faut toujours savoir où est le bouton pour ouvrir le capot. Vous ne trouverez pas de moteur en dessous, Laurence. C'est pas parce que vous êtes blonde. Il y a un autre coffre. Mais il y a un autre coffre de 236 litres. En fait, les 2 moteurs électriques synchrones et aimants permanents ne sont pas visibles, mais les 400,
142 chevaux, 700 Nm de couple sont bien là, comme on le verra plus loin. Bon, à l'image de... Il est plus grand que vous, hein. Ouais, à l'image de certains SUV haut de gamme, le e-tron 9 adopte une suspension pneumatique réglable en hauteur sur 115 mm. En position haute, il faut vraiment les marchepieds pour grimper dans l'auto en cédant des poignées prévues à cet effet. Et compte tenu de la largeur, on dispose de 3 vraies places à l'arrière pour des rugbyman avec de l'espace pour les jambes. Mais malheureusement, les dossiers sont fixes et un peu trop verticaux pour être vraiment confortables. On n'a en revanche pas du tout un sentiment d'être dans un utilitaire. D'abord parce que la présentation fait très high-tech et parce que la qualité des matériaux n'a rien à envier à celle de certains modèles allemands avec du cuir synthétique et des plastiques moussés absolument partout. Suivant la grande tendance du moment, la planche de bord est surmontée par une grande dalle numérique composée de 2 écrans. Le premier regroupe l'instrumentation, parfois masquée par la jante du volant, en fonction de la position. Bon, c'est un volant, en plus, il faut le dire, digne d'un cockpit d'Airbus avec ses multiples commandes, il y en a partout. Et puis derrière lui, vous avez un petit levier de vitesse qui paraît presque classique, à un détail près. C'est pareil, vous démarrerez pas si on vous a pas expliqué avant. Vous ne pouvez pas engager de rapport si la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas bouclée. Voilà. Donc des fois vous dites ça marche pas. Si on vous a pas dit il faut boucler la ceinture avant, vous risquez d'être un long moment au bord de la route. Le grand écran central de 12,3 pouces permet aussi de piloter ou paramétrer les nombreux équipements disponibles, mais l'interface réclame un peu d'accoutumance. Heureusement, il reste des touches physiques pour quelques fonctions essentielles, comme la climatisation. Très large console centrale, vous ne pourrez pas faire du pied à votre voisine, qui comporte 2 emplacements pour smartphone, dont un avec chargeur à induction. Il y a aussi le réglage de la hauteur de la suspension et puis le sélecteur de mode de conduite. Enfin, la sellerie parachève ce tableau presque luxueux avec des sièges confortables et réglables électriquement, je vais y arriver, dans tous les sens. Il y a même une fonction massage pour le siège du conducteur. Voilà. Bon, autant le T90 EV dont on parlait tout à l'heure n'était pas très agréable à conduire. Je suis même en dessous de la réalité quand je dis ça. Autant ce e-tron 9 est un régal. Avec la suspension pneumatique, on ne sent pas les irrégularités de la route et malgré le gabarit du monstre, sa vivacité est surprenante. La direction, elle est réglable en douceur, est assez légère, même avec les 2,9 tonnes, on a l'impression d'être au volant d'une ballerine presque. À la moindre pression sur l'accélérateur, ça dépote. Ça passe de 0 à 100, 5 secondes 8 pour un truc de 3 tonnes. Il y a même un mode sport qui paraît presque incongru, mais cela permet de durcir la direction et la suspension et d'offrir, avec les 4 roues motrices permanentes en mode sport, un comportement très efficace à ce paquebot de la route. On peut aussi s'aventurer hors des sentiers battus et même faire un peu de franchissement. On a 4 roues motrices quand on est... Alors, en fonctionnement normal, on est en propulsion et quand on a besoin de chevaux ou quand on est en tout-terrain, on a les 4 roues motrices. Ça grimpe presque aux arbres. Sur l'autoroute, plus rien à voir non plus avec le T90 EV qu'on avait essayé. Déjà, la vitesse maxi passe de 125 à 190 km/h. Et puis surtout, à 130 km/h, le confort reste remarquable si on accepte le bruit d'air qui est dû à l'aérodynamique d'Armoire Normande. C'est d'ailleurs ce manque de finesse qui plombe aussi la consommation. Elle grimpe, tenez-vous bien, à 32,2 kWh au 100 à 130 km/h. Bon, on s'en serait douté vu la stature du truc. La ville n'est pas non plus un terrain de jeu idéal. Principalement à cause du rétroviseur central à caméra qui nécessite de faire le point avec notre œil. Il faut une seconde pour savoir ce qui se passe derrière. C'est troublant, puis c'est dangereux. Alors, côté consommation, c'est pas non plus le nirvana. Malgré la grosse batterie de 102,2 kWh, Maxus annonce une autonomie de 430 km. Dans la réalité, c'est plus 320 que 430. Il faut aussi être patient pour la recharge. Il faut 12 heures en courant alternatif avec le chargeur 11 kW. Il faut 40 minutes pour faire 20-80% en courant continu, puisque la puissance de charge maxi, c'est 155 kW. Bon, au final, si les progrès sont spectaculaires par rapport au T90 EV, le e-tron 9 n'a fait que la moitié du chemin. Eh oui, il est certes impressionnant, mais manque encore de polyvalence pour un pick-up. Un pick-up, on attend à ce qu'il soit polyvalent, d'autant que la note grimpe quand même ici à, tenez-vous bien, 73 900 €.
Mais il y a fort à parier que, et c'est là le risque des constructeurs, pour les constructeurs européens, SAIC, c'est le même que EMG, réagissent encore et nous proposent un truc avec une batterie de 200 kWh dans pas longtemps, à un prix qui serait pas supérieur. Et puis surtout, dans la catégorie, tous les pick-up thermiques écopent d'un malus écologique de 60 000 € et souvent d'un malus au poids. Et donc, en fait, il est moins cher que les concurrents thermiques équivalents, mais il n'est pas encore aussi polyvalent. Après, bon, c'est très personnel, très subjectif, ce gros côté devant avec Maxus en gros, moi je suis pas très fan, mais après c'est le côté un peu design, mais bon. Ouais, bon, pas de commentaires sur ceux qui aiment les grosses voitures, quoi. Non, mais moi j'adore les grosses bagnoles. Ils essayent de compenser quelque chose. Alors, j'aime les grosses voitures, je vais l'assumer. C'est juste le gros truc Maxus, puis c'est très perso. Oui, hein. Ouais, on sait ce que c'est comme ça. Voilà. Et puis après, c'est une cible, en fait. C'est une niche. Tout le monde va ça, c'est une niche, c'est une grosse niche. C'est une grosse niche, oui. Quand même. On peut mettre des chiens dedans. Vous avez vu, 5,50 m. Ah ouais, waouh. Eh ben, merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'entièreté, j'y arrive pas avec ce mot à chaque fois. L'intégralité. Voilà, de la vidéo, c'est beaucoup plus beau. C'est français déjà, l'entièreté. Oui. Je me dis que c'est pas peut-être faux, mais en tout cas l'intégralité de la vidéo, elle fait combien de minutes là, la vidéo complète? Elle doit faire 16 minutes ou 17, 16 ou 17. Sur la page YouTube de Sud Radio, vous le savez, vous êtes plus d'1 million à être abonnés. On vous en remercie. Stéphane qui fait, c'est pas moi qui le dis, ami qui écoutait la radio. Waouh, vache, c'est boulimique le tarif en parlant de la voiture. Et Renault, il dit c'est plus beau à l'intérieur. Bah ouais, par exemple. Allez, à suivre. On va nous continuer de parler de voiture, mais on va surtout parler du prix des optiques dans notre rendez-vous de la voiture et l'environnement. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et évidemment, vous le savez, vous êtes nombreux sur la route. Hier soir, on a comptabilisé plus de 1100 km de bouchons. Ce matin, c'est un peu serré sur certains coins de France. Soyez prudents. Alors, je peux faire un petit coucou à Julien, mon copain qui est dans sa voiture, dans les bouchons, mais qui nous écoute. Oui, et puis gros bisous, il nous a envoyé une photo en écoutant Sud Radio. Julien, je ne vous connais pas, mais je vous embrasse également. On va parler des prix très élevés des optiques. Et ça concerne Julien, puisqu'il roule dans une Porsche. Et là, je pense qu'on va en parler avec Luc Fournier, directeur d'activité de Back to Car. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, ce que je veux tout de suite préciser, parce que c'est hyper important la façon dont toi tu as voulu ton sujet, et Jean-Luc, je vous tire mon chapeau, jeune homme, c'est que ce prix des optiques va faire exploser les prix des réparations, et à cause des optiques, on peut ne pas avoir l'assurance qui répare notre voiture. Ouais, dans quelques années, il y a certaines voitures qui iront à la casse parce qu'elles ont un phare cassé, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est un truc de dingue. Ça reste aujourd'hui, Luc, la pièce la plus coûteuse dans les réparations, les optiques. Ah oui, tout à fait. Lorsqu'on parle de, hormis le moteur en mécanique, mais si on parle de sinistralité, c'est-à-dire d'accident, effectivement, c'est la pièce la plus coûteuse aujourd'hui. Ouais, l'augmentation depuis 2019, elle est stratosphérique presque. Ouais, 70%, c'est colossal. Wow. Ouais, on est passé d'un prix de 486 € en moyenne, c'est une moyenne, en 2019 à 827 € aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui il y a des voitures qui sortent avec des phares standards. Mais si on prend un exemple, alors vous m'avez envoyé l'exemple de la Peugeot 208 que je trouve totalement, mais dingue, c'est le mot, l'évolution du prix du phare d'une Peugeot 208, Luc. Oui, tout à fait. Alors, en fait, sur un modèle de série, vous avez des options. Si vous prenez un modèle standard, vous avez un halogène à 530 €. Si vous prenez un LED éco, histoire d'avoir une voiture un peu plus sympathique et dynamique, vous êtes à 780. Et si vous prenez l'option full LED, ce qu'on appelle le full LED sur l'ensemble des optiques, vous êtes à 1600 €. Oh 1604 €. 3 fois le prix. Ouais, c'est 3 fois plus cher. Prix, c'est un truc de dingue. Et c'est pas les phares les plus chers. Attention, parce que en plus, alors autrefois on pouvait un phare, on pouvait changer certaines parties. Aujourd'hui, on parle de l'optique, donc c'est un ensemble. Et la plupart, il faut remplacer l'intégralité de la pièce et pas par élément. Exactement. Si vous prenez l'exemple du BMW série 3,
Il y a une vingtaine d'années, il y avait 6 pièces détachées, donc on pouvait changer partiellement et donc à moindre prix une réparation. Aujourd'hui, c'est un optique ensemble. Vous êtes obligé de changer la globalité du bloc optique. Et pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que techniquement la technologie a beaucoup progressé. Quand on parle de phare full LED, là, quand il y a même des phares matriciels. Le phare matriciel, il intègre, alors je vais vous dire des milliers, mais des fois ça monte même à plus de 10 000, des milliers de LED qui, c'est pour ça que ça s'appelle matriciel, parce que on éclaire simplement certaines parties, je fais simple, du phare pour éclairer une zone donnée sans éblouir les gens qui arrivent en face. Typiquement, la voiture détecte une voiture qui arrive en face, elle va éteindre les LED qui correspondent à l'éclairage sur la voiture. En face, Valeo donc le qui a mis ça au point. Alors, il n'y a pas que Valeo, mais Valeo est très... tous les constructeurs de phares ont mis au point ces systèmes-là. Alors d'abord, il y a une électronique de gestion qui est très sophistiquée. Et vous imaginez que le phare, lui aussi, il est très sophistiqué. Donc quand il faut réparer ça, d'abord ça se répare pas. Alors ça, on va y venir avec Luc parce qu'ils ont aussi proposé une solution. Mais avant, Luc, parce que j'ai essayé de vous tirer les verres du nez dans la semaine, j'ai pas réussi. Mais vous m'avez dit les verres VERS, pas VE de 0. Vous m'avez dit 1600 €, finalement, c'est pas très cher. Il y a des optiques qui dépassent 8000 €. Pardon. Ouais, tout à fait. Puis sur des modèles, pas forcément la Porsche de votre ami, mais vous avez aussi des véhicules asiatiques qui proposent des Hyundai, des Kia, des optiques entre 6000 et 8000 €. Mais c'est quoi le délire là? Franchement, c'est quoi le délire? Vous vous rendez compte, on casse un optique. Vous êtes assis, Laurence? Vous êtes assise. Il n'a pas voulu me le dire, Luc. Il résiste bien à la torture en plus. Sur une Bugatti, un phare, ça coûte combien? Ouais, parce que Jean-Luc il me dit c'est exorbitant. Je dis c'est rien. On regarde une Bugatti, on est sur 130 000 € les deux. Voilà. Allô? Allô? Wow. Voilà, 130 000 € les deux phares. On va remettre les choses à leur place. On ne peut pas tous acheter des Bugatti. Mais non, mais là, ça peut même pas s'acheter un phare de Bugatti. Ça dépasse l'entendement, franchement. Alors, malgré ces prix qui sont énormes, les optiques, ça reste le parent pauvre de la pièce de réemploi. C'est complètement dingue. Alors attention, quand vous appelez le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas en pièces de réemploi. Oui, il y en a combien? C'est quoi le pourcentage de pièces de réemploi? Ah ouais, ça y est, le studio s'écroule. Ah non, mais c'est pas nous là. 140 000 €, ça a fait s'écrouler le studio. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de recyclage et de pièces d'occasion, c'est qu'on est, somme toute, sur un marché de pénurie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne récupère que les véhicules accidentés. Et il y a peu de véhicules accidentés au regard des véhicules qui roulent, heureusement et fort heureusement pour les conducteurs. Donc, et malheureusement, pour rajouter un peu de difficulté à l'exercice, c'est que c'est souvent des chocs avant. Lorsque nous récupérons un optique, on est bien content de le mettre à disposition du marché. Donc on a plus facilement des haillons que des capots. Je peux poser une question parce que là, moi, j'hallucine totalement. Je suis hors sol. Comment se fait Alors, j'ai compris qu'au niveau technologique, etc., on a vraiment avancé sur les optiques. Donc voilà, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire que ils ont pris le prix. PRI-X est absolument affolant. Est-ce que moi, demain, si j'ai pas les moyens de réparer ma voiture, on fait comment? Enfin, je trouve. On appelle Luc Fournier. Voilà. Allô, Luc Fournier. Et vous avez des solutions à nous proposer. Voilà. Non. Alors, c'est que 4,5%. C'est le chiffre que vous m'avez donné parmi les pièces de réemploi. Les optiques, c'est les plus chères, mais c'est que 4,5%. Donc, il y a des solutions. Alors déjà. Mais c'est pour ça qu'ils sont volés en plus. Alors, déjà, on peut rénover les phares. Ça, c'est le premier truc, parce que vous avez sans doute vu déjà dans la rue, sur les voitures, les optiques qui, avec le temps, le polycarbonate... c'est les vieux. Oui, mais bon. Mais si vous êtes obligé d'acheter une optique neuve parce qu'il est devenu opaque, ça coûte un bras. Donc ça, vous avez une technologie, là, pour le coup, durable. Exactement. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on s'évertue à faire, c'est de peser un peu plus sur la réduction d'empreinte carbone. Donc on va au-delà de la pièce d'occasion, de la pièce de réemploi, en proposant des pièces remanufacturées. Donc il y avait des optiques qui étaient un peu abîmées. Donc comme on a mis garantie à vie, on veut que les clients soient satisfaits. Donc on s'est dit, plutôt que de les jeter, on va essayer de les réparer, de les rénover, de les remanufacturer. Et donc on intervient effectivement sur la face avant de l'optique, mais on intervient aussi sur les pattes de fixation, parce que on ne peut pas nous commercialiser back to car avec une garantie à vie un optique où il manquerait une plaque de fixation alors que c'est rien à réparer. Ouais. Et donc on peut les réparer. On intervient aussi sur l'électronique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ordinateurs dans les phares, on appelle ça des calculateurs, parfois deux par optique. Sur les dernières Mercedes, vous êtes 2 calculateurs sur les dernières optiques. Donc on intervient aussi sur la technologie embarquée au sein même des optiques.
D'accord, ça permet donc de proposer des phares d'occasion à des prix sans commune mesure avec les phares neufs. Oui. Il y a Stéphane sur la page Facebook, c'est pour ça que j'ai rigolé, qui dit ouais, bon, c'est rare chez Back to Car une Bugatti. Un phare de Bugatti. Oui, ça doit être... ça c'est clair. Oui, ça doit être assez rare. En revanche, ce qui est pas rare et ce qui va intéresser Jean-Marie Bordry, c'est le prix d'un phare de Renault Modus. Jean-Marie, si tu nous écoutes, assieds-toi. Bon, alors d'origine, 309,37 €, je vous donne le prix. Luc, combien ça coûte en remanufacturé ? Alors, en manufacturé, c'est pratiquement remis à neuf, garantie 2 ans, autant que le neuf, 89 €. Ah, voilà. Donc, on passe de 309 à 89 €. Mais est-ce que je peux mettre non, excusez-moi, franchement, je reste un peu bloqué sur le prix des optiques d'aujourd'hui, et merci de ce sujet que je trouve absolument dingue. Demain, j'achète une voiture neuve. Je vais obligatoirement avoir un optique neuf, un optique nouveau, un optique récent, qui va me coûter la peau du bras, des fesses, du bras, si j'ai besoin de le changer. Est-ce que je peux le changer par un autre phare de la même gamme, mais antérieur, et qui va me coûter moins cher? Et non. Et donc c'est de la prise en otage, quoi, financièrement. Et moi, je me suis fait voler ma DS3, tout le monde le sait. C'était pas à cause de son moteur PureTech, mais ça m'a bien arrangé sur ce coup-là. Mais on l'avait, quand on l'a retrouvée, elle était complètement désossée de tous ses optiques. Donc en fait, il y a aussi un marché à côté où les voleurs vont. Je pense qu'il y a des voleurs qui vont désosser les voitures pour récupérer les optiques. C'est fou. Bon, on était dans les exemples de prix, Luc. On peut en avoir d'autres. Oui, j'en ai noté quelques-uns. Une Fiat Punto 2010, on est chez Fiat à 277 €. Back to Carryman, 76 €. Une Toyota Verso 2013, on est à 910 € chez le constructeur, 233 € chez nous. Et si on prend une Citroën, une C5 Break 2008, 631, ce qui est excessif chez Citroën, 183 € chez nous. Et tu sais, les bandes alors derrière... on est d'accord que c'est le phare que je vais commander chez vous. Il est comme un neuf, il fonctionnera pareil, on ne voit pas la différence. Ah non, notamment, en fait, nous, on récupère des véhicules de marque accidentés. On récupère donc les phares d'origine et on les rénove. Donc, ils sont comme le neuf. C'est-à-dire que la partie avant, elle est totalement translucide et propre. Les pattes sont complètes ou alors réparées. Et surtout, la technologie embarquée a été remise à jour. Et c'est comme toutes les pièces remanufacturées. Faut vraiment avoir confiance. C'est super bien refait. Je pense que ce sont des procédés industriels. C'est ça. Ouais. Juste une question. Un jour, tu m'avais parlé, tu sais, Jean-Luc, de la barre lumineuse. Le bandeau LED à l'arrière c'était d'une Kia EV6, je crois, ça vaut 2600 €. C'est un truc de dingue. Ouais. Ça, c'est une nouvelle complexité. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la signature lumineuse. C'est la raison pour laquelle on a des optiques. Parce que quand je parle d'optique, c'est optique et signalisation, comment dirais-je, de marque. Et effectivement, c'est la signature visuelle qui coûte excessivement cher. Et pour l'instant, je vous avoue que j'en ai pas une seule en stock. Les véhicules, c'est assez récent, mais ça aussi, c'est le futur problème des voitures. Donc, si vous avez des Kia ou des Hyundai, faites des chocs avant pour qu'on puisse récupérer des optiques arrière. Le marché de l'occasion a encore de belles années devant lui. Et alors, Luc, pour terminer, en plus, c'est écologique tout ça. Ah oui, évidemment. C'est économique, mais c'est écologique. Ça permet d'économiser combien de tonnes de CO2 par an, de ne pas fabriquer des phares neufs? Alors, j'ai même une autre statistique, c'est que sur les 9 premiers mois de l'année de 2024, si on avait, comment dirais-je, mis du réemploi ou réparé les optiques, on aurait pu économiser 7700 voyages et retours Paris-New York. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai des copains qui sont partis à New York, sans doute avec un des voyages économisés d'ailleurs. Une dernière question de Laurence P. de Paris. 130 000 € pour des optiques de Bugatti. Ah, ça y est, elle commence déjà à rogner sur les prix. Ça veut dire, rappelez-moi le prix d'origine de la voiture complète. Tout dépend du modèle, mais vous êtes à 2,5 millions, 3 millions. Voilà. Donc en fait, c'est proportionnel. C'est ça, tout est proportionnel. On vous embrasse fort et merci beaucoup, Luc Fournier. Merci, Luc. À bientôt. Merci, directeur d'activité Back to Car. C'est tous ces métiers de l'aftermarket qui sont absolument incroyables. C'est pas parce qu'ils sont notre partenaire, mais ma phrase. Remercie tous ceux qui font l'aftermarket, c'est-à-dire tous ceux qui réparent nos voitures après. Grâce à eux, c'est eux qui nous offrent cette mobilité longue durée. Et on en avait parlé, vous vous souvenez, quand on était
chez un fabricant de boîtiers, là, on a d'analyse. Oui. On avait parlé avec des réparateurs de Back to Car, ils nous ont dit si tout le monde travaillait comme eux, ça serait génial. C'est Donc vrai, ils sont très satisfaits. Je dis pas ça parce qu'ils sont partenaires, c'est Non. parce que c'est vrai que c'est assez pro. C'est vrai. Et un gros bisou de la part de Laurence, un joyeux week-end de Pâques à tous les garagistes, carrossiers, voilà, tous ceux qui bossent sur l'aftermarket. Merci beaucoup. Bon, allez, il est quelle heure? On va au ski juste après. Ben non, pour l'instant, on va déjà aller à l'information. C'est un nouveau pays, mais vous allez voir, c'est hyper agréable. Ce sera dans 3 minutes. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et dans le courant de notre deuxième heure, nous allons aller nous promener sur le fameux circuit de Nürburgring en fin d'émission. Mais pourquoi donc, l'ami Jean-Luc? Eh bien, pour une pathologie très particulière, celle de notre camarade Nicolas Meunier qui adore les voitures sans permis. Non, on va être un peu plus sérieux. En fait, l'IJ a décidé de battre des records en voiture sans permis sur le Nürburgring piste. Légendaire. Combien mythique, 20 km 832, 73 virages. Un circuit qui est réputé, vous savez, les pilotes en général, quand ils tournent sur des circuits, au bout d'un moment, ils les connaissent par cœur. Ils pourraient presque fermer les yeux et arriver à faire un tour. Il est réputé qu'aucun pilote ne connaît par cœur le Nürburgring. Alors bon, ça c'est peut-être une légende. Moi j'ai roulé dessus réellement en voiture, je peux vous dire que c'est impressionnant. Et d'habitude les voitures font le tour. Tout à l'heure on verra avec Nicolas, les records c'est aux alentours de 7 minutes. On va voir combien de temps ils ont mis. Avec la voiture sans permis. Alors l'avantage c'est que avec la voiture sans permis, vous pouvez laisser la voiture rouler, descendre faire pipi, puis remonter dedans au virage d'après. Ouais, vous la rattrapez. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui viennent d'allumer Sud Radio, vous êtes les bienvenus dans cette émission On parle auto. Évidemment, on ne va pas parler que des voitures sans permis. On va vous donner la parole au 0826 300 300. C'est toujours Corentin aujourd'hui qui vous accueille. Et puis vous pouvez continuer de nous écrire je participe @sudradio.fr. Évidemment, ça y est, le printemps est là. Eh bien, on va sortir les anciennes et il y a des petites choses à faire. Alors pas que les anciennes. Oui, toutes d'ailleurs, la mienne aussi. Ouais, exactement. On va jouer de la batterie dans l'émission. Oui, exactement. Maintenant. On va jouer de la batterie parce que c'est le moment de s'en préoccuper. Vous savez, il y a 2 moments où il faut se préoccuper de sa batterie. Juste avant l'hiver pour se dire ça va pas démarrer, et juste avant l'été pour savoir si elle est en pleine forme, parce que elle s'abîme plus l'été que l'hiver. C'est l'hiver qu'elle va peiner à faire démarrer votre voiture parce que elle perd en capacité, en ampérage au démarrage. Mais par contre, c'est l'été qu'elle aime pas. L'été parce qu'il fait chaud et là, elle perd de l'eau à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc du on tout. va jouer de la batterie, mais on va pas vous faire du pipeau, et on va aussi parler de pneus, et on va commencer maintenant avec cela, et on va accueillir Dominique Stemfeld, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu encore un gros épisode neigeux, malheureusement, qui a été dramatique la semaine dernière. On va parler cette semaine, pardon, on est que samedi, c'est vrai. Moi, je suis déjà lundi de Pâques, j'ai trop envie d'aller chercher les œufs dans le jardin. Allez, tout de suite, on parle pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Ils ont reçu plus d'1 mètre de neige. On sait que ça a été dramatique puisque malheureusement, on a perdu des gens là-bas. Bonjour Dominique Stemfeld. Bonjour Dominique Stemfeld. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Dominique qui a ressorti le traîneau et les rênes pour circuler. Président du syndicat du pneu, avec un sujet que vous avez voulu. Les préfets peuvent-ils de nouveau imposer des équipements spéciaux pour circuler dans les zones enneigées? Oui, parce que vous avez vu ce qu'il est tombé dans certaines zones, donc on peut se dire. Alors c'est vrai que Dominique, la loi montagne ne s'applique plus, on est d'accord? Absolument, la loi montagne, elle ne s'applique plus depuis le 31 mars, enfin le 1er avril. Et donc aujourd'hui, la loi autorise de circuler partout en France avec des pneumatiques été. Et ça, c'est la partie légale. Ça, c'est vrai. Bon, alors, est-ce que dans des conditions particulières, comme celles qu'on a vécues cette semaine dans les massifs alpins, avec des chutes de neige qu'on n'avait pas vues depuis plus de 70 ans, c'est ça, est-ce que là, les préfets peuvent prendre des mesures pour de nouveau imposer, alors pas la loi montagne, on est d'accord, mais imposer des équipements spéciaux? Alors il y a 2 éléments à prendre en compte. Il y a d'abord un panneau qui s'appelle le B29, qui est un panneau bleu sur lequel figure une chaîne. Donc ce panneau-là, il est actif toute l'année
Et donc, vous savez, il y en a certains qui sont repliables, donc ils peuvent être ouverts par la direction des routes, et donc ils imposent l'utilisation de chaînes ou la détention de chaînes pour se rendre sur certaines stations ou fréquenter certaines routes. Alors donc chaîne ou chaussettes ce panneau-là, il est opérationnel, même en dehors de la loi montagne. D'accord. Donc ça, c'est un élément important. Dominique, c'est chaîne ou chaussettes? Alors, c'est chaînes ou chaussettes, et c'est même éventuellement pneus, puisque en dessous, il peut y avoir un petit panneau rectangulaire qui s'appelle M9, et qui donne l'alternative possible avec des pneus neige. Alors des pneus neige, vous savez que j'aime pas parler de pneus neige, que je parle de pneus hiver, mais là, en l'occurrence, sur ce panneau, c'est marqué pneus neige. Okay. Ah d'accord. Et ça veut dire quoi? Donc c'est des pneus hiver ou c'est du 4 saisons? Oui, c'est les pneus marqués 3 PMSF, donc ça peut être des pneus hiver. Ou des 4 saisons. Ou des 4 saisons. D'accord. Donc si on a des pneus 4 saisons avec ce panneau où c'est écrit pneus neige, ce qui n'est pas adapté d'ailleurs, ça serait bien de faire changer la réglementation pour qu'elle colle à la nature des produits employés. Malheureusement, c'est écrit comme ça dans tous les textes, donc je pense que c'est compliqué de faire changer. Bon, c'est pas grave, on demandera, on connaît quelqu'un au syndicat du pneu, on va voir s'ils peuvent, s'ils peuvent faire le nécessaire. Donc quand le panneau est ouvert, le panneau lui il est en place toute l'année. Donc là, j'imagine que pour monter dans les stations où il est tombé 1 mètre de neige, on a ouvert le panneau. Donc les gens qui n'ont pas de chaîne, on est d'accord. Si on n'a pas de chaîne ou de chaussettes dans la voiture ou de pneus hiver, on ne monte pas, on tente pas le coup. Surtout que là, c'était les vacances, donc il y avait du monde. On risque un PV. Alors on risque un PV, on risque de se faire arrêter en bas de la montée par les forces de l'ordre qui vont interdire l'accès et obliger à faire demi-tour. Ça c'est clair. La deuxième chose, c'est que à un certain moment, les préfets avaient le choix d'activer ou de ne pas activer la loi montagne sur leur territoire ou sur une partie du territoire. Donc là, il y a eu des textes, il y a eu des décrets qui ont été édités département par département, mais dans tous ces textes figure un petit paragraphe qui indique quand même que le préfet ou la direction des routes a toute liberté d'imposer des équipements hiver en cas d'événements hivernal sévères. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, même en dehors de la loi montagne, le préfet peut activer une obligation d'équipement. Alors, même en dehors de la loi montagne et même en dehors des départements concernés par la loi montagne. Ah ouais, ça veut dire. Alors, comment je sais là, si tous ceux qui sont dans les bouchons là, qui partent en vacances, pour certains à la montagne, ils doivent se dire zut, je vais à la montagne, j'ai pas des pneus hiver. Comment ils savent si la zone dans laquelle ils vont se rendre aujourd'hui est de nouveau touchée par cette loi? Alors d'abord, si je peux me permettre, l'automobiliste qui va à la montagne, il doit quand même avoir en tête qu'il est conscient qu'il a des risques de rencontrer des épisodes neigeux et à minima une plaque de verglas. Donc j'ose espérer que les véhicules, les automobilistes qui étaient équipés et qui envisageaient d'aller au sport d'hiver n'ont pas démonté leur équipement, puisque on le voit, la météo est assez erratique et donc on a quand même des risques de mauvaises conditions de circulation. D'accord. Bon, et sinon il y a un site qui regroupe tout ça? Alors il y a le site de la sécurité routière ou de la direction de la sécurité routière sur lequel on retrouve ces informations effectivement. D'accord. L'autre problème, c'est que celui qui est pas équipé là, qui partait à la montagne en se disant bon ça va, au mois d'avril les routes sont dégagées, j'aurai pas de problème, et qui d'un coup voit qu'il y a de la neige, s'il va dans un centre auto, les chaînes, les chaussettes, c'est terminé cette saison normalement. Alors normalement c'est terminé, c'est vendu maintenant, qui ne risque rien à rien. Donc en fait, il faut faire le tour effectivement des garagistes, des centres auto. Après sur place, Dominique, les centres auto à la montagne, à mon avis, ils en ont quand même un petit peu en réserve. Alors sauf s'ils ont été dévalisés, parce que ça arrive aussi. Donc quand on est dans ce genre de période et qu'on a une multitude d'automobilistes imprévoyants, et bien on peut effectivement se retrouver avec des stocks qui sont totalement déshabillés et ne plus trouver de produits.
Bon, puis en tout cas, il faut aussi faire confiance aux gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire que si les habitants de la montagne ont tous du matériel pour ce genre de choses, c'est qu'ils connaissent bien leur région. Donc on devrait de toute façon toujours avoir des chaînes dans le coffre de sa voiture quand on part à la montagne. Oui, alors moi j'ai y compris en plein été. Moi j'ai vu le Tour de France attaquer la neige sur l'école. Moi j'ai une autre question. Si on loue une voiture, est-ce que les loueurs avaient déjà interverti les pneumatiques ou est-ce qu'ils sont encore avec des pneumatiques alors j'allais dire neige, des pneus hiver encore sur les voitures, c'est pas sûr. Hein. Ah non, c'est pas sûr. Alors bon, moi j'ai pas regardé, j'ai pas la réponse, mais j'ose supposer que les loueurs qui sont des professionnels, quand ils ont un parc. Oui, alors ça. Bon. On fait le même truc. J'ai déjà loué à la montagne il y a quelques années des voitures. Non, mais j'ai déjà loué des voitures qui avaient 2 pneus hiver à l'avant et des pneus été à l'arrière. Hein. Et souviens-toi que quand on est allé couvrir le trophée Andros, on a dû demander au moment de la location qu'on nous mette des pneus hiver, alors que c'était en plein mois de janvier et que c'était pas prévu au début sur la voiture qu'on a pris en sortant à Grenoble. Donc on est quand même dans des zones. Bon ben voilà, donc il faut remettre un petit peu de bon sens dans tout ça. De remettre l'église au milieu du village. Merci Monsieur Dominique Stempfel. Juste, je voulais dire à Laurence que le pneu de sa Bugatti lui vaudra 8 000 €. Ah si elle change les phares plus les 4 pneus, ça fait un budget quand même. Les zouzous, il faut que je travaille de 5h du matin à 5h du matin et encore avec c'est pas possible. Bon en tout cas, merci de me faire rêver. Merci. Parce que merci c'est Dominique. beau de rêver aussi. On vous embrasse Dominique et bon week-end Pascal. Merci beaucoup. Bon week-end Dominique aussi. Merci. Bonne Pâques à vous. Salut. Allez, dans quelques instants, on va accueillir Alain qui a une question également à poser. Il nous a écrit: je participe @sudradio.fr et puis vous mettez On parle auto dans l'objet du mail, évidemment toutes vos coordonnées dont votre numéro de téléphone. On reçoit une tonne de mails où on ne peut pas vous rappeler, il n'y a pas de numéro de téléphone. Alors vous allez me dire vous avez qu'à nous répondre par mail. Oui, mais enfin on a déjà des... Allez, s'il vous plaît, mettez vos numéros de téléphone, ce sera quand même plus sympa. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes toujours aussi nombreux à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, ça fait plaisir. Hichem nous a rejoint également, on a pas mal de monde qui est avec nous ce matin. On vous souhaite bien sûr un bon week-end et merci d'être à nos côtés également sur cette page Facebook de Sud Radio. Bonjour Alain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Alain. Eh belle voix, hein. Ouh là là, Alain, dites-moi où est-ce que vous habitez ? En Auvergne-Rhône-Alpes. Alors je ne précise pas davantage parce que je ne voudrais pas que ça porte préjudice. Non, d'accord. Par contre, vous voulez pas que Laurence vienne sonner à votre porte, c'est ça en fait. Je comprends. Par contre, je voudrais bien que vous avez un haut-parleur ou quelque chose comme ça. Oui, alors coupez le haut-parleur. Ce serait cool de le couper. Merci beaucoup parce que le son, ça fait un peu un son. Je vous entends beaucoup moins bien. Oui, mais nous on vous entend mieux. Alors donc. Et puis vous savez, on pense toujours à ceux qui écoutent la radio et ça faisait un son cathédrale, c'était pas très agréable. Cathédrale en même temps, c'est le week-end Pascal. Mais on n'est pas du tout branchés sur la même longueur d'onde tous les deux, c'est ouf. Alors Pascal veut nous vendre sa voiture. Non. Si. Ah bon? Alors, si, c'est ça. Racontez-nous. Alors en fait, si vous voulez, mon sujet porte sur un vaste sujet, les experts automobiles et les réparateurs. Alors voilà, je vous explique rapidement le contexte. J'ai eu un sinistre grêle sur ma voiture. Qui est, je cite la marque et le modèle parce que ça a son importance et l'année surtout, qui est une Audi A5 Cabriolet de 2009. Avec quelle motorisation? Parce qu'il y en a eu... moteur 2 litres TFSI. D'accord, 2 litres TFSI, 180 ou 211 chevaux? 180 chevaux. D'accord. Donc en fait, bon, il y a eu beaucoup de percussions de grêle. La lunette arrière a été cassée, le pare-brise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lunette arrière est thermocollée à la capote. Donc en fait, il faut changer l'intégralité de la capote pour modifier, pour avoir une lunette arrière dans les normes. Oh la vache. Bon. Oui. Donc en fait, c'est pas tellement ça. Donc je déposais mon véhicule, moi, avec l'accord de mon assurance, chez le concessionnaire Audi pour expertise des travaux. L'expert a estimé mon véhicule, on va dire économiquement réparable, et donc a proposé la liste des travaux effectués à Audi, qui a accepté en fait le devis de l'expert ou l'estimation de l'expert. Et quelques mois plus tard, parce qu'il a fallu quelques mois, j'irai au concessionnaire pour répondre
compte tenu, je dirais que sa charge de travail. Donc, au milieu des travaux, Audi m'a téléphoné en me disant, écoutez, il y a un problème, il va y avoir un dépassement sans me préciser, en fait, le montant du dépassement. Mais en me disant, de toute façon, l'expert et votre assurance est OK, donc voilà. Donc moi, j'en suis resté là. On m'a appelé pour me dire que mon véhicule est terminé. Et la première expertise était de 14 500. Et lorsque je suis allé chercher mon véhicule, la facture s'est élevée à 21 000. Ah oui, donc c'est un léger dépassement, oui. Léger dépassement de 50%. Donc en fait, je m'en suis ouvert à l'assurance qui m'a dit, écoutez, nous, on vous rembourse à 14 500, et point barre. Moi, j'ai dit. Donc, ce à quoi j'ai répondu que je n'étais pas d'accord, et que c'était à eux de régler le problème avec le réparateur et pas moi. Donc, ce qui a été fait, les gens ont joué le jeu, l'assurance a transigé à 18 000 et ça s'est terminé comme ça. Bon, vous en êtes bien sorti. Ouais. Ma question, en fait, pourquoi y a-t-il si souvent des dépassements sur le coût des travaux estimés par les experts? Puisqu'en fait, j'ai eu le constat sur la voiture de ma femme également, à hauteur de 50%. Et deuxièmement, l'absence de cote officielle pour un véhicule, je dirais ancien, dans le cas présent de 2009. Sur quelle base un expert juge-t-il un véhicule économiquement réparable? Voilà mes questions. Alors c'est deux très bonnes questions. Alors la première, c'est que l'expert, lui, va se baser sur un barème qui est établi par le constructeur. Genre, je vous dis n'importe quoi, changer la capote, 6 heures. Sauf que, vous savez comme moi, sur un véhicule qui commence à avoir un peu d'âge, là où on dit 6 heures pour changer une pièce, des fois vous mettez 2 heures pour enlever un boulon, tout bêtement. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des véhicules. Donc, en général, il y a toujours un dépassement. Lui, le réparateur, le dépassement, il ne prend pas pour lui. Si il y avait 4 heures de prévu et qu'il en met 6, il comptera les 2 heures supplémentaires. Donc ça explique en grande partie les dépassements de budget. Ça, c'est la première chose. Maintenant, après, sur quelle valeur est établi votre véhicule? Alors, les assureurs, en général, quand ils vous remboursent votre voiture, ils ont plutôt tendance à prendre des cotes genre l'Argus, qui est plus une cote pour professionnels, qui est minimale, c'est-à-dire vous considérez que la valeur Argus c'est la valeur minimale, l'assureur, lui, ça lui va très bien. Un véhicule qui vaut 19 000 et qui sera en cote Argus à 14 000, il vous remboursera 14 000. Donc ils prennent cette valeur-là. Heureusement pour vous et malheureusement pour eux, il y a aujourd'hui plein d'exemples qui démontrent que si vous arrivez à prouver que la valeur de votre véhicule est supérieure à celle que veut vous rembourser votre assureur, c'est la valeur que vous lui avez prouvée qu'il devra rembourser. Exemple, votre véhicule, il y en a encore qui sont en circulation. Si l'assureur vous dit vaut 14 000 et qu'il y a 50 annonces où un véhicule à kilométrage équivalent de l'année équivalente avec la motorisation équivalente et l'équipement équivalent est à 18 000 euros, malheureusement, il faudra qu'il vous rembourse 18 000 euros. Même si le prix des annonces est en général pas le prix de vente. Oui, absolument. Quoique aujourd'hui, il y a des algorithmes. Par exemple, quand vous vendez votre voiture, je prends l'exemple du Bon Coin. Vous vendez votre voiture sur le Bon Coin. Aujourd'hui, on vous propose une transaction sécurisée. C'est-à-dire que vous versez l'argent de la transaction, vous mettez d'accord sur le prix avec le vendeur. Vous faites ça sur leur application à eux. Donc, leur outil d'analyse, il sait quel prix vous allez acheter la voiture. En plus, ça passe par eux puisque l'argent sera viré sur un compte qui vireront ensuite à l'acheteur quand vous récupérez le véhicule. Donc, ils connaissent le prix des transactions. Donc, ils connaissent le prix réel des voitures. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, entre un prix d'annonce et le prix négocié, en général, il y avait un delta. Aujourd'hui, ils ont des outils informatiques qui leur permettent d'avoir les vrais prix. Donc, on peut avoir les vrais prix des voitures. Donc c'est ce vrai prix-là de vente qui fera foi si vous avez un différend avec votre assureur. Donc c'est ce prix-là. C'est pas le prix comme je vous ai dit tout à l'heure, la cote Argus, c'est une cote entre professionnels à minima. Ok. Oui, d'ailleurs, j'ai appris que l'Argus en tant que journal n'existe plus. D'ailleurs, on n'a plus accès. Alors, il n'y a plus journal, mais vous avez un site. Vous avez le site internet. Oui, ils avaient le site internet qui fonctionne très bien d'ailleurs. L'Argus appartient au Bon Coin. Oui, voilà. Okay, d'accord. Et ben voilà, là, vous avez votre réponse. Et puis grâce à vous, on a réappris plein de choses. C'est une émission. Voilà. Et puis votre concessionnaire qui vous donne 10 000 euros pour votre Audi A5 cabriolet, je vous en donne 10 500 euros.
ça y est partir de là. Hein, on vous souhaite un bon week-end, Pascal, Alain. Merci beaucoup. Merci, Alain. Bon week-end. Dans quelques instants, eh bien, on va recharger les batteries et pas simplement des voitures classiques, même si ça va les concerner. Et puis juste après, eh bien, on va partir sur le fameux circuit de Nürburgring pour battre un record du monde en ligier sans permis. À tout de suite. GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va parler évidemment des batteries pour les Classic Cars, mais pas seulement, avec Abel Santirso, directeur des ventes Europe de CETEC. Bonjour Abel. Bonjour Abel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, vous allez bien? Bah ouais, moi ma voiture elle tousse un peu au démarrage. Ouais, Laurence me dit ce matin, elle me dit tiens, t'as pas un chargeur de batterie à me prêter parce que ma voiture elle a du mal à démarrer le matin. Elle a un peu du mal. Hein. Bon, c'est la saison Abel, on va avec les beaux jours ressortir. Alors les vieilles voitures, mais pas que les vieilles voitures, c'est peut-être le moment justement de se préoccuper de sa batterie. Alors il y a un truc sur certains chargeurs, je connais une marque, ça s'appelle CETEC, vous me direz si vous connaissez, mais il y a une petite touche reconditionnement. C'est quoi ça? Alors là, le reconditionnement, en fait, c'est une déstratification de l'électrolyte. C'est-à-dire, on va simplement... Oh là, attendez, on a perdu Laurence. La déstratification de l'électrolyte, ça y est, c'est... Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Qui dit électrolyte dit simplement, c'est une batterie liquide, donc il contient de l'eau et de l'acide. Et comme un effet de vinaigrette, en fait, à un moment donné, si on n'a pas chargé sa batterie, tout ce beau mélange homogène se sépare et se stratifie, en fait, tout simplement. Et la vinaigrette, on a bien compris. Là, Laurence a bien compris la vinaigrette. Dis donc, hashtag cliché, toi. Ceci étant dit, j'aime faire des bonnes vinaigrettes. Donc, fatalement, on va simplement lancer ce reconditionnement, encore une fois, que sur des batteries liquides. On fait ça une fois par an, à la sortie de l'hiver, et ça va redonner un coup de boost à la batterie, et on va surtout retrouver des valeurs qui sont proches de l'origine. Mais comment je fais ça, moi? J'enlève ma batterie ou quoi? Non, pas du tout. On va brancher le chargeur CETEC en mode reconditionnement pendant une nuit. Il va travailler, il va faire le boulot tout seul. Et après une nuit, votre batterie, elle est reconditionnée et chargée. D'accord. On parle batterie là, de voitures anciennes, de voitures nouvelles, batterie en général. Il y a de plus en plus de choses avec des batteries, y compris les vélos. Donc même celles qui font du vélo, est-ce que c'est important de recharger sa batterie ou pas? Non. On est vraiment sur deux technologies différentes. Okay. On est sur de la tension différente et on est sur des chimies différentes. Donc non, on peut pas. Mais comme ça au moins c'est clair. C'est le moment aussi de recharger sa batterie tout court. Alors on a compris que la reconditionner à la sortie de l'hiver, donc le faire une fois par an, il faut le faire une fois par an, hein, c'est ça. Ah ouais. Oui, c'est bien ça. Mais il y a plein de gens qui le savent pas. Mais personne ne le sait. C'est même plus qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, c'est que personne ne le sait. Et c'est pour ça que cette émission est aussi informative. C'est que même moi, avant de vous rencontrer, l'ami Jean-Luc, je ne savais pas qu'il fallait que régulièrement je charge ma batterie. Voilà. Et ceux qui n'ont pas roulé pendant longtemps avec une voiture, ils se disent bon, alors la batterie va peut-être faire 1, mais ça va démarrer. Et ils se disent ouais, je fais le tour du pâté de maison, ça va recharger la batterie. Ah non. Non. Grosse erreur, non, voilà. Ouais. Ou alors il faut un gros pâté, il faut un très gros pâté. Oui, on a vu ce genre de situation quand on a eu cette époque de confinement où les gens avaient tendance à ressortir de leur garage les voitures, à faire tourner la voiture pour dire que la batterie ne va pas s'user. Ben non, c'est le contraire en fait. Si on roule pas suffisamment pendant un certain kilométrage avec un certain régime moteur, ben fatalement on va plus dépenser la batterie dans le processus de démarrage qu'autre chose. D'accord. Donc non. Il faut au moins un très long parcours. Faut quoi, une centaine de kilomètres pour recharger une batterie? Une centaine de kilomètres, on va retrouver une batterie qui est très bien chargée. Oui, absolument. Ouais. Question de Cédric sur la page Facebook de Sud Radio. J'ai 3 chargeurs CETEC suite au conseil de l'ami Jean-Luc. Le reconditionnement obligatoirement à la sortie d'hiver ou toujours à la même date? Point d'interrogation. Moi, je le fais toujours à la même date. C'est-à-dire que moi, j'ai un cahier de charge. Alors, c'est rigolo, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pour habitude, en fait, de toutes mes batteries liquides, le 2 janvier, en fait, je les mets toutes en reconditionnement. Tout simplement. Donc c'est à vous fixer. Alors si vous le faites à la sortie de l'hiver, c'est tant mieux parce que c'est une opération coup double. Ça vous permet d'avoir la batterie reconditionnée pour la belle saison et rechargée. Sinon, il y a des gens qui font ça avant l'hivernage.
c'est bon aussi tant qu'on laisse, je vais dire, la batterie en maintenance de charge. Mais ça marche. Ça marche. Oui, on a un garage, l'ami Jean-Luc, ou vous, Abel Santirso, directeur vente Europe de CETEC. Alors pas forcément. Si parce je suis en immeuble, je fais comment? Je démonte ma batterie, j'emmène à la maison. Il y a des solutions. Oui, on a aussi des chargeurs qui permettent sur pack lithium, sur panneaux solaires, qui permettent de faire ce qu'on appelle du maintien de charge. Donc le maintien de charge, ça reste, je vais pas employer l'expression goutte à goutte parce que pour l'électricité c'est pas bon, mais qui permettent en fait par impulsion, ça consomme très très peu et qui permettent par impulsion de maintenir une batterie en charge. Voilà, donc, avec une batterie interne dans le chargeur. Oui, vous n'avez pas besoin d'une prise. Okay. C'est bien ça. Okay. C'est bien ça. Mais du coup, voilà. vous êtes dans la voiture? Bah, vous la laissez dans la voiture sous le capot. Et Abel, autre précision, il y a des gens avec des chargeurs modernes, on est d'accord, on n'est pas obligé de tout débrancher pour mettre le chargeur de batterie sur la batterie. Avec CETEC, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'êtes pas obligé de débrancher la batterie, vous n'êtes pas obligé de débrancher le chargeur même au moment du démarrage. C'est-à-dire que même démarrer peut vous donner un petit surcroît de puissance. Mais non, absolument, il faut pas. Vous avez des connecteurs rapides qui se fixent dessus et vous pouvez laisser en permanence brancher. Est-ce que tout le monde sait se servir correctement des chargeurs CETEC? Parce que moi, j'avais vu pas mal de choses passer quand même avec toute transparence, et on parle vrai, en disant ça m'a pas servi beaucoup. Est-ce qu'on sait tous vraiment les utiliser? Alors, en règle générale, en fait, la plus grosse difficulté, c'est d'identifier la chimie de la batterie, puisque les batteries sont de plus en plus cachées et qu'on ne le voit pas. Donc ça peut poser de problème même à des professionnels. Je peux vous assurer que moi, je me suis retrouvé devant certaines voitures où je me demandais ce que j'avais comme batterie parce que je ne voyais rien. Donc c'était vraiment très très important. Donc il existe pour ça des solutions. On a un chargeur qui s'appelle le CS1 par exemple, et le CS1 en fait, il reconnaît automatiquement et le type de batterie, sa chimie, sa capacité, même son état de santé. Et donc il va faire tout le travail pour vous en fait. Vous n'avez même plus besoin de chercher le plus et le moins parce qu'il est sans polarité. Donc vous le branchez tout simplement comme vous voyez. Attention, je vais me faire taper après, c'est spécial blonde quoi. Vous auriez pu l'appeler le CS blonde. Oui, et ben quoi. Non mais parce qu'on n'est pas tous professionnels comme vous, mesdames, messieurs, et moi j'ai... Alors, des professionnels, parlons-en. J'ai un ami, alors s'il nous écoute, tant pis pour lui, Thierry, qui est pourtant un professionnel. Il a un garage où il répare des camions et il a fait exploser une batterie en branchant un gros chargeur, en inversant les polarités, en mettant le plus sur le moins et le moins sur le plus. Bravo l'ami Jean-Luc, parce que là, moi qui savais déjà pas le faire, je vais jamais le tenter ce truc-là, parce que moi je suis blonde jusqu'à la racine sur ce coup-là, pour le coup. Laurence, avec un CS1, c'est les yeux fermés et ne l'écoutez pas. Les professionnels de la batterie sont les premiers à pouvoir faire ce genre d'erreur. On est le nez dans le guidon, on regarde pas toujours, on fait pas attention, ça peut arriver à tout le monde. Alors nous, l'avantage, c'est que nos chargeurs sont tous protégés contre l'inversion de polarité, mais ça peut quand même arriver et on peut se tromper, par exemple, de chimie batterie, on peut se tromper de plusieurs choses. Donc, il n'y a pas de règle. On n'a pas fait ce chargeur pour je vais dire, cibler des personnes en leur disant vous n'êtes pas capable d'eux, mais plutôt justement pour faciliter la vie de tout le monde, en fait. On a beaucoup de gens sur Facebook et vous savez que je suis toujours la voix de tout le monde, donc c'est cool. Alors, on a beaucoup de réactions, mais il y a Paul qui dit, peut-on utiliser la fonction rénovée de CETEC pour une batterie de voiture hybride? Non, en règle générale, la batterie hybride, en règle générale, elle n'est pas liquide. C'est souvent des batteries ce qu'on appelle type AGM, c'est-à-dire des batteries qui sont sèches en fait à l'intérieur. Donc il faut absolument, la règle c'est que la batterie doit être ce qu'on appelle une batterie liquide. Donc vous avez les batteries EFB qui sont des batteries start and stop, celles-là on peut les reconditionner, et les batteries normales. Tout ce qui est AGM, non, ça on ne peut pas faire. Abel, il faudra venir un jour en studio parce qu'on a plein de questions. On nous dit pourquoi vendre le CS Free comme chargeur autonome alors que c'est pas le cas. C'est Stéphane qui pose la question. Le CS Free peut être un chargeur autonome. La seule chose qu'il y a, c'est que les consommations de certains véhicules sont telles que le CS Free ne suffit pas et qu'il faut l'alimenter avec un panneau solaire ou l'alimenter avec une batterie externe. Okay. Et ben voilà, c'était le premier épisode de notre grande saga. La batterie est en danger. Abel, vous habitez loin de studio, c'est ça? Non, mais il habite dans le monde entier. Je suis à Lille. J'y retourne mardi.
Voilà. Aujourd'hui, je suis à Anvers. Là, je suis à Anvers pour simplement régler des problèmes de mécanique avec ma voiture, ma coccinelle. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Hein. Oui. Même au meilleur. Des problèmes de batterie, non, Abel? Non. Ça, c'est la chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a démarré immédiatement. Dernière chose, Abel, et vous travaillerez avec vos équipes. On a Renaud qui nous dit les démos sont en anglais sur le site, c'est pas cool. Voilà, donc à travailler pour mettre aussi une version française, a priori. Oui, et il y a des sous-titres. Oui, mais enfin, non, mais moi la première. Je lis quand c'est en français, je lis pas quand c'est en anglais. Non, mais la remarque est bonne. Oui. Mais tous ceux qui écoutent On parle auto sont très très bons, et c'est pour ça qu'on fait une émission collective. Abel, il parle 56 langues, alors donc pour lui, ça pose pas de problème. On est une émission collaborative. C'est vrai. C'est-à-dire que les auditeurs, à travers la page Facebook de Sud Radio, parlent à travers ma voix. Merci beaucoup, Abel. Merci, Abel. Bon week-end. Avec grand plaisir. Bon bricolage. Voilà, puis bonne évolution du site, sinon je gronde. Allez, à suivre, on va retrouver l'ami Nicolas Meunier. Je sens que l'ami Jean-Luc va se marrer parce qu'il a fait un record de vitesse en voiture sans permis sur un des circuits les plus légendaires du monde. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on va tout de suite retrouver Nicolas Meunier, qui est un de nos journalistes préférés du monde automobile. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Alors d'habitude on dit journaliste, auteur, parce que Nicolas écrit des bouquins sur les supercars, mais pas que. Et là j'ai mis pilote du record, parce qu'en plus à ses heures perdues il fait des records de vitesse, en l'occurrence sur le circuit du Nürburgring. Alors pour planter le décor, le Nürburgring déjà, Nicolas, c'est quoi ? Bon, c'est tout simplement le circuit le plus mythique au monde. Est-ce que je m'avance beaucoup en disant ça? Non. Mais c'est quand même le juge de paix pour développer toutes les voitures les plus sportives. Ça sert de référence aux constructeurs. Et puis, c'est un des circuits les plus longs au monde aussi en développé. Ça fait plus de 20 km. 73 virages. Ouais. Voilà. Réputé pour sa difficulté, son relief. Enfin, c'est une sorte d'Everest du sport automobile. Donc traditionnellement, c'est les constructeurs de voitures de sport qui vont sur le Nürburgring pour confronter leur nouveau modèle à d'anciens records, puisqu'on bat des records sur le Nürburgring. Ouais, c'est même un argument de vente primordial pour certaines voitures. On se rappelle, notamment, il y avait une bataille dans la catégorie des voitures à traction avant, où il y a Honda, Seat avec leur modèle Cupra et Renault, surtout avec leur Mégane RS qui se tirait la bourre. C'était, à chaque fois, il y avait quasiment une série limitée qui était vendue, et ça vraiment, ça boostait les ventes de la catégorie. C'est quoi le record du Tour ? Alors, record du Tour absolu, c'était pour une voiture non homologuée sur la route. C'est une Porsche 919 hybride qui était vraiment préparée pour l'occasion. Et c'est un petit peu plus de 5 minutes. Je me rappelle plus exactement le chrono. Et pour une voiture de série, c'est la Mercedes AMG One qui est en 6 minutes et quelques, à 6 minutes 20, je crois. On a la vidéo en direct sur Facebook. On a la vidéo du record. Ouais. On voit, ça passe à toute vitesse. Alors, on a compris 6 minutes 20 pour la voiture de série qui fait le tour le plus rapidement. Et là, vous avez décidé... Alors, ça fait partie, je vais dire quand même, de vos perversions, les voitures sans permis. C'est une pathologie neurologique qui n'a pas encore été vraiment identifiée. Mais vous avez un amour particulier pour les voitures sans permis. Nicolas, moi, je vous aime. Avec Ligier, vous avez décidé de battre un record en voiture sans permis. On va rappeler, limité à 45 km/h par construction. Donc, sur une piste où, normalement, on circule à 200 km/h de moyenne. C'est ça. Alors le battre, c'est pas vraiment le terme, j'aurais plutôt envie de dire l'établir, parce que puisqu'on est... Personne n'avait osé, bah oui, ça c'est logique. Voilà, personne n'avait osé. Et du coup, c'est quand même vachement plus facile d'avoir un record quand il y avait personne qui était avant. Et je me dis, moi je suis pas pilote professionnel, donc c'était le moyen d'avoir un record sur circuit mythique. Pourquoi cette passion des véhicules sans permis, Nicolas Meunier ? C'est vrai que moi je me suis intéressé à tout ce qui roulait depuis que je suis tout petit. En fait, il n'y a personne qui s'intéresse aux voitures sans permis. Alors que c'est un carton aujourd'hui, qu'il y en a de plus en plus avec l'ami Citroën, de plus en plus. Donc ça y est, c'est vrai.
Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que ce que j'écrivais, forcément, ça rencontrait un public. Ce que j'écrivais sur les voitures sans permis, parce qu'il y avait pas grand monde qui écrivait sur ce thème-là en face. Donc, moi, j'aurais bien aimé de fil en aiguille, je suis devenu spécialiste. D'accord, ça peut arriver. Alors, tout à l'heure, là, donc, on avait tout le monde en mémoire le chrono de 6 minutes. Vous avez fait quoi comme temps sur les 20 km ? Alors, moi, j'ai un peu triché parce qu'on avait 3 voitures et j'ai pris la plus rapide. Oula. Donc, en fait, au départ, chez IGE, quand j'aurais proposé, j'ai naturellement proposé IGE parce que c'est une marque de voitures sans permis qui a un historique dans le... Oui, qui a fait de la Formule 1. Oui, ils sont même arrivés 2e au championnat du monde en 1980. C'est pile l'année où ils lançaient leur première voiture sans permis, d'ailleurs. Et donc, ils sont partis à fond. Et au départ, moi, je pensais juste qu'on allait partir avec une voiture sans permis. Et au passage, on a fait le trajet depuis Paris jusqu'à Nürburgring. 500 bornes. Ouais, 500 bornes. Vous avez mis combien de temps d'ailleurs, tiens ? On a mis 2 jours. Alors moi, je voulais le faire dans la journée, mais 2 jours. Mon camarade qui faisait la vidéo a dit attends, il va falloir qu'on s'arrête pour faire des images, ça va prendre du temps. Oui, mais en même temps, l'éloge de la lenteur, moi, ça me va bien aussi. Hein. Mais, et franchement, elles sont jolies. Elles sont jolies, les voitures. Il y a les vidéos, vous pouvez aller voir les Alors, le record. Oui, combien alors ? Donc, moi, j'étais en 19 minutes 53 367, donc avec une version quadricycle lourd avec permis, qui est une catégorie un peu intermédiaire entre la voiture sans permis et la voiture normale, et qui peut monter à 75 km/h. Ah, je connaissais pas ça. Il est taquin. Non, mais vous verriez la tête de Jean-Luc. Mais je savais pas que ça... Excusez-nous. Ça sent et donc, pour les voitures sans permis, on était à 27 minutes 55 180 pour la version électrique sans permis qui était conduite par mon camarade Martin Coulon, avec qui on a fait le trajet aller. Et le patron, parce que François Olivier a battu un record lui aussi, lui était avec la version diesel, donc le tout nouveau moteur diesel là, qui vient de sortir, qui répond à la nouvelle norme de pollution, en 28 minutes 25 814. Et donc c'était un petit peu plus lent parce que le diesel tient un petit peu moins bien sa vitesse dans les côtes que l'électrique. Ouais, non, mais c'est top. Vous verriez la tête de Jean-Luc. Il en est, mais il en a perdu son latin. J'en suis baba. Non, mais sérieux, Jean-Luc, vous l'auriez fait avec plaisir. Oui. Parce que c'est pour le côté, extraordinaire. Non, mais là, il vous taquine. Pour le côté gag, évidemment. Moi, je trouve ça génial. On peut dire que c'est des chronos inédits. C'était jamais fait avant. Complètement. Donc, est-ce que ça va ouvrir la porte à d'autres constructeurs de voitures sans permis ? Est-ce que ça va donner, par exemple, l'idée à Citroën de prendre une amie et d'aller tenter de battre le record du Tour du Nürburgring en électrique ? Il va y avoir des concours, tu vois. Moi, je vois mal Citroën ou Mobilize partir là-dessus parce qu'ils présentent ça comme des petits engins urbains destinés à se déplacer d'un point A ou à un point B. Mais d'autres marques, à la rigueur, moi je suis prêt à repartir avec une XM GTO s'il le faut. Vous m'emmenez ? Ou sinon, vous avez une boîte qui s'appelle Kilo, qui est une espèce de, en catégorie quadricycle lourd, qui est une espèce de Caterham 7 électrique. Ah ouais ? Je pense ça peut être rigolo aussi. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une émulation. Mais ça va être difficile de battre des chronos quand le principal élément qui fait le chrono en lui-même, c'est une bride de vitesse. Nicolas, est-ce que, puisque dans ce monde un peu brutal... Oui, mais attendez, Nicolas. Attends. Dans ce monde un peu brutal dans lequel on vit, où on a quand même plein de mauvaises nouvelles régulièrement, etc., est-ce qu'on pourrait pas créer un petit championnat du monde des voitures sans permis, sur circuit, des choses un peu rigolotes, qui donneraient le sourire à tout le monde, comme ça nous donne le sourire ce matin, tout en étant un peu sérieux pour les motorisations, enfin, je sais pas, moi. Moi, je rêve de faire les 24 heures du Mans sans permis, ça serait marrant. L'avantage, c'est que l'avantage, c'est que ça va pas. Vous n'allez pas aller très très loin. Ce serait cool. Non, mais moi, j'avais quand même une question importante parce que vous dites c'est des voitures limitées, mais ça veut dire que vous restez à fond tout le tour ou quand même il y a un moment où vous freinez ou vous ralentissez ? Alors, il y a, moi, avec la version à 75 km/h, il y a un moment, j'étais obligé de ralentir et un moment obligé de freiner. Il y a 2 virages et avec la version sans permis, il y a un seul virage où il y a besoin de ralentir. Quand même. Il y a Stéphane qui dit à quand un Tour de France, voire un Tour du monde. Merci Nicolas. Moi, vous m'avez fait rêver. Bravo. Et bravo, vous êtes le recordman du monde. Bravo. Nicolas Meunier, recordman du monde sur voiture sans permis. Encore au Nürburgring, c'est un truc. Au Nürburgring, le fameux circuit
circuit. Bon, allez, on va vite vous dire au revoir et on vous souhaite un bon week-end, Pascal. Nicolas, avant d'accueillir Pascal pour la dernière question. Pour lui souhaiter un bon week-end, Pascal. de l'émission. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bon, il va nous rester 3 minutes pour alors Pascal. bonjour Pascal. Comment ça va, Pascal? Ah, on a perdu Pascal. Non, bonjour. Il est toujours là. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, on vous écoute. Alors, vous voulez vous risquer, vous aimez le risque? Oui, parce qu'en fait, nous, on a la recherche d'un véhicule pour les enfants de à peu près 10 000 euros. Et on s'est aperçu en consultant les annonces que 50% des annonces, c'est des 1,2 litre PureTech à des prix relativement intéressants et des kilométrages bas. 30% c'est des 1,2 litre TCE de chez Renault. Ouais. Et le reste, c'est pas grand-chose en fait. Donc on se demande si on devrait pas investir dans ce genre de voiture, quoi. Profiter en fait du désamour des clients pour acheter un PureTech, parce que tout le monde tombe pas en panne avec le PureTech. Non, déjà. Mais vous avez bien fait d'appeler cette émission, puisque il y a quelqu'un que je connais, Jean-Luc Moreau, qui va vous donner 2-3 bons conseils pour acheter un PureTech qui ne tombera pas en panne, ou qui aura moins de chances de tomber en panne. Je peux pas garantir à 100%. Premier truc. Bien acheter un PureTech qui a fait l'entretien sévérisé, c'est-à-dire que courroie de distribution changée par rapport à ce qui était prévu au départ. Ça a été resserré, donc bien vérifier que la voiture a eu la courroie de distribution changée et que le moteur a été vidangé avec la nouvelle norme d'huile qui a été mise au point par Total pour éviter la désagrégation de cette courroie de distribution qui trempe dans l'huile, qui est un des défauts de la voiture. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, vous ne prenez pas une boîte automatique. Pourquoi ? Parce que la boîte automatique impose à ces moteurs, pour faire des économies de carburant, d'être souvent en sous-régime. Or, ce moteur, sa deuxième grosse maladie, c'est une surconsommation d'huile qui est due à un encrassement. Je vous le fais simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, qui est due à un encrassement du moteur. Donc, vous allez plus encrasser le moteur avec la boîte automatique qu'une boîte mécanique où vous allez tirer un peu plus les rapports. Donc, on oublie la boîte automatique. Un premier truc, vérifier que l'huile a été changée, la courroie a été changée. Deuxième truc, on ne prend pas une boîte automatique. Troisième truc, on ne prend pas une voiture dans une grande ville où elle a fait que de la ville, puisque la maladie du moteur et qui le fait mourir, c'est de faire des embouteillages. Donc si vous trouvez un PureTech qui est à vendre dans une campagne où quelqu'un a fait de la route, alors le kilométrage, après... Ce moteur, moi en usine, je suis allé voir au moment où il a été développé à l'usine, on m'avait dit, c'est marrant, ça a été oublié aujourd'hui, on m'avait dit oui, c'est un moteur qui est conçu pour durer 160 000 km. Voilà. Donc si vous en achetez une à 160 000 km, quelque part, vous avez déjà mis un pied dans la tombe. Donc il vaut mieux acheter un véhicule avec un peu moins de kilomètres, qui a circulé à la campagne, qui a fait de la route, qui a fait de l'autoroute, sans boîte automatique et qui a fait les entretiens. Et là, oui, vous pouvez faire des super affaires parce qu'ils sont invendables, malheureusement. C'est un peu le mouton à 5 pattes, quand même. Même une certaine Laurence P. de Paris me disait, tiens, j'ai entendu une pub de Peugeot qui dit il faut acheter des PureTech d'occasion. Alors, Peugeot fait une pub pour vendre ces PureTech d'occasion qui remplissent ses parcs, puisque plus personne n'en veut. 180 000 euros, 180 000 kilomètres. Comment on appelle ça ? Un moteur qui est conçu de garantie jusqu'à 180 000 km, 10 ans ou 180 000 km. Oui, j'ai entendu la publicité aussi. Bon, donc, et vous pouvez toujours prendre. Alors, la publicité en question, il faudrait regarder les petites lignes qui est écran dessous. Alors, c'est audio, j'ai entendu à la radio. Oui, mais je pense qu'il sur Sud Radio. C'est des modèles très récents, en fait. C'est des modèles à partir de 15 000 euros. Oui, c'est ça. On rappelle que les nouveaux moteurs PureTech ne sont pas concernés. Non, ils s'appellent plus PureTech. Ils s'appellent plus PureTech. Donc, on rappelle, il faut que la courroie ait été changée. Il faut que l'huile ait été changée avec la nouvelle norme d'huile. Pas une boîte automatique. Et un véhicule qui, si possible, n'a pas roulé en ville et qui n'a pas 140 000 ou 150 000 km. Et voilà, vous avez tout, Pascal. Et là, il y en a tellement en annonce que vous devez pouvoir trouver votre bonheur. Parce que il y en a beaucoup. Oui, mais faites attention. Au-delà de la fiabilité, c'est un moteur super agréable à conduire. C'est vrai. Très agréable à utiliser et qui est en plus économe en carburant. Donc, bon. Non, mais c'est vrai. Donc, Pascal, faites bien attention à ces 4 tips, comme on dit maintenant. Conseils. Voilà, maintenant, ils appellent ça des bullet points. Ces 4 conseils. On va parler français que vient de nous donner l'ami Jean-Luc. Et puis vous nous dites si vous avez trouvé votre bonheur. En fin de compte, je veux une dernière question pour Jean-Luc. En fait, on a trouvé une Ford B-Max
Est-ce que ça c'est bien comme voiture? Alors là, vous avez le même il y a eu le même genre de problème parce que sur ce moteur, il y avait aussi une courroie humide. Alors le B-Max, ça consomme un peu, hein, c'est un petit monospace, oui, si vous en avez trouvé un avec pas trop de kilomètres, oui, pourquoi pas. Bon, voilà, Pascal, l'EcoBoost est plus fiable que le PureTech. Bon, en tout cas, Pascal, voilà, vous n'hésitez pas, vous faites comme Pascal, vous nous écrivez pour vos questions. Je participe @sudradio.fr en mettant en parle auto et toutes vos coordonnées. On va souhaiter un bon week-end. Oui, bon week-end, Pascal. Oui, voilà. Évidemment, puisqu'on termine avec lui, elle était facile, mais on n'avait pas envie de faire autrement. Bon week-end, l'ami Jean-Luc. Oui, à la semaine prochaine. Merci à Marie d'avoir tenu la réalisation, à Corentin d'avoir tenu son premier standard avec nous, hein, parce qu'il le fait habituellement chez des copains de la semaine. On vous donne rendez-vous toute la journée sur Sud Radio et vous savez que vous avez rendez-vous entre autres à 14h30 avec le Sud Radio de rugby et la 21e journée du Top 14, mais pas que. Bon week-end Pascal à tous.